nous parlons on parle beaucoup du Qatar, figurez-vous, comme lieu de négociation. Après les négociations longues et abouties qui ont été celles qui ont abouti à l'accord entre Israël et le Hamas, eh bien le Qatar est également le lieu de négociation secrète entre l'Ukraine et la Russie. Alors ces négociations auraient débuté l'été dernier et puis elles auraient été brutalement stoppées justement. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu l'incursion militaire ukrainienne, bien sûr, à Koursk. Depuis, elles auraient repris. C'est pour ça que nous vous en parlons sur le point précis de comment empêcher que les installations nucléaires ukrainienne soit ciblée. Alors évidemment, l'Ukraine nie et la Russie nie. Mais on pourrait se demander quand même, Gallagher-Fenwick, si ces négociations secrètes seront utilisées comme base de départ ou pas pour le futur accord entre la Russie et l'Ukraine par l'entremise du président Donald Trump. Alors, plusieurs choses. D'abord, je pense que cette histoire, elle dit davantage du Qatar qu'elle ne dit de choses sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Je ne sais pas si vous imaginez les hôtels, les grands hôtels de Doha, où vous avez des panneaux Hamas, Israël par là, Russie, Ukraine par là. C'est quand même fort, si vous voulez, cet état gazier. Dont vous voulez dire que c'est une réussite de la part du Qatar. Majeure. Pardon, mais qu'est-ce qu'elle a à y gagner, cette nation ? Qu'est-ce que le Qatar... Ça survit. Pourquoi ? Ça survit. C'est un tout petit pays, le Qatar, qui a été soumis à un blocus régional par ses voisins, emmené par l'Arabie Saoudite, les Émirats, etc., qui ont beaucoup jalousé le modèle qatarien. Le Qatar, à l'époque, s'est tourné vers l'Iran afin d'assurer sa survie. Ce qu'il a compris, si vous voulez, c'est que la rente gazière et pétrolifère ne suffit pas à sa seule survie. Donc il a diversifié ses exports, il a diversifié son image, il est capable d'abriter la plus grande base américaine de la région, le CENTCOM, qui au plus fort contient 2 brigades, c'est-à-dire entre 10 000 et 11 000 soldats américains. Toutes les opérations au Moyen-Orient. Oui, c'est le haut commandement effectivement des opérations proches et moyen-orientales, qu'on appelle le CENTCOM. C'est la base de Al-Udeid. Et en même temps le Hamas, sur le même territoire. Et c'est pas un grand territoire, ça n'est pas rien. Donc le Qatar exporte son image au travers de l'organisation de la Coupe du Monde de football, à laquelle des journalistes israéliens ont pu se rendre, ça n'est pas rien. Il diversifie également ses participations, ici en France, club de foot, hôtellerie, monde de l'art, etc. Donc diversité des activités, diversité des interlocuteurs, diversité des dossiers. Pour revenir au dossier russo-ukrainien très rapidement, et j'ai déjà trop parlé, ce sont des pourparlers indirects et limités. Et ces 2 termes sont très importants. Les Russes et les Ukrainiens, comme le Hamas et Israël, ne se parlent pas à Doha. Ils parlent aux Qatariens qui font la navette entre les deux sur 3 sujets. Libération de prisonniers, récupération des enfants volés et protection des infrastructures énergétiques avec un focus très spécifique sur le nucléaire. Aurélien Duchesne, il y a aussi 3 points sur lesquels visiblement la Russie serait en train d'insister, encore une fois par des intermédiaires. Ces 3 points, les voici: la neutralité de l'Ukraine, une armée plus petite, ukrainienne bien entendu, et l'absence d'armes occidentales sur le sol ukrainien. Est-ce que quand on voit ça, on se dit quand même que ça a des chances d'aboutir ? Est-ce que c'est une bonne base ou est-ce que tout cela, encore une fois, est très pro-russe ? Ça va beaucoup dans le sens de Moscou et très peu dans le sens de l'Ukraine. Ce sont évidemment des positions maximalistes. On commence toujours, bien sûr, par le plus haut pour terminer ensuite par des concessions. Les 2 derniers points que vous avez évoqués étaient déjà, par exemple, dans les projet d'accord à Istanbul en mars 2022, quand il y avait des négociations russo-ukrainiennes. Et les points avancés par la Russie, c'était aussi bien au niveau de la quantité, par exemple, d'hommes sous drapeau dans l'armée ukrainienne, que sur des détails précis tels que, par exemple, des missiles, interdiction d'avoir des missiles de longue portée, a fortiori occidentaux. Ouais. Et enfin, s'agissant de la neutralité de l'Ukraine, c'est le point que vont le plus pousser les Russes. Il y a déjà eu côté américain une ouverture, l'idée de repousser à horizon 20 ans une éventuelle adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. 2 remarques sur ça. La première, c'est que l'Ukraine était déjà neutre quand elle était envahie par la Russie. Donc évidemment, le fait de remettre ça comme une garantie de paix, ça ne garantit rien. Voilà, donc ça n'a aucun sens. Et surtout, il y a un pays avec l'Allemagne, qui était la France en 2008, qui avait poussé au sommet de Bucarest pour un compromis qui était que l'adhésion de l'Ukraine et de la Géorgie, donc en 2008, était actée
mais repoussé au calendrier grec, dans l'idée que ce serait une concession faite à la Russie de repousser ad vitam aeternam l'éventuelle accession de l'Ukraine et de la Géorgie dans l'OTAN. Quelques semaines après, la Géorgie avait droit à une visite des chars russes et semble-t-il qu'apparemment Poutine parlait déjà de démembrer l'Ukraine. C'était notamment The Atlantic qu'il avait dit à l'époque. Oui, mais alors Sylvie Bermann, cette idée du Qatar comme intermédiaire avait émergé suite, on s'en souvient, à la conférence de paix qui avait eu lieu en Suisse au mois de juin, dans un hôtel suisse qui appartient au Qatar, Tout à fait. cet hôtel. Oui. Voilà. Mais donc, est-ce qu'on peut penser que ce qui se dit, ce qui s'est dit, même si Gallagher a eu raison de le souligner, ce sont sur des points très précis, très limités, ça pourrait être repris comme base par Donald Trump, ou alors pas du tout? Alors, d'abord sur le Qatar, effectivement, la diplomatie, c'est son ADN. Et il a toujours... En fait, c'est un peu un Janus, parce qu'il a financé pas seulement le Hamas, tous les mouvements terroristes de la planète. Oui. Et en même temps, il a établi des relations avec les Occidentaux. Et Al Jazeera... en fait, a un double programme. Il y a un programme en arabe qui est effectivement plutôt pro... alors terroriste ou rue arabe, et puis un Al Jazeera en anglais qui est tout à fait honorable. Donc effectivement, pour eux, c'est important de jouer un rôle diplomatique. Maintenant, il est douteux que les Ukrainiens et les Russes, par ces négociations indirectes, parviennent à un accord, en particulier sur la neutralité de l'Ukraine ou l'absence d'armes. Parce que quand il y avait eu des négociations précédemment, c'était plus facile à accepter pour l'Ukraine, en particulier à Istanbul. Mais là, ce n'est plus possible, parce que s'il n'y a pas d'armes en Ukraine, s'il n'y a plus d'armée, jamais l'Ukraine ne sera rassurée sur une non-intervention de la Russie. Donc je pense que cet aspect-là n'est pas possible. Sur le reste, on peut peut-être effectivement aboutir sur la préservation du nucléaire, parce qu'il y a le soutien de l'AIEA, et puis l'absence de frappe sur des installations énergétiques, peut-être aussi. Mais de toute façon, la négociation, elle ne va pas se passer là. La négociation, c'est Trump-Poutine. Ensuite, en fait, ce sont des bancs d'essai, des tirs d'essai, bien sûr. Alors, bien entendu, comme ça a été dit, chacun pose ses exigences. Ça, c'est normal au début. Et donc, moi, je pense que de toute manière, les exigences ne sont absolument pas réalistes, parce que ça revient à désarmer l'Ukraine. La neutralité, une armée petite, alors l'armement occidental disparaît. Donc, quelles sont les garanties de sécurité qui restent à l'Ukraine dans ce moment-là? Il n'y en a plus aucune. On ne parle pas d'adhésion à l'OTAN, on ne parle de rien du tout. Donc en fait, ce que demande là la Russie, finalement, c'est la reddition pure et simple. Moi, je garde mes gains, toi, tu te désarmes, et puis je te croque dans 10 ans quand j'aurai refait mon appareil militaire. Ouais. Donc là, il n'y a rien qui tient la route, mais effectivement, ils se parlent, mais je veux dire, au début, on pose les exigences de chacun, et puis on verra après. Faut remarquer ce que ça va donner. Actuellement, les Américains sont pas, ou en tout cas pas ouvertement dans la balance. Je veux dire, ce qui va faire le game changer, c'est quand même l'arrivée de Trump. On l'a vu avec les otages. Ça a peut-être eu un effet. C'est Biden qui était à la manœuvre, mais ça a sans doute eu un effet psychologique. Oui, justement, Elisabeth Chapartselam, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de négocier comme ça de manière bipartite? Alors peut-être tripartite si le Qatar entre en effet dans cette négociation, mais sans les États-Unis, c'est eux qui au final vont devoir trancher de l'avenir de l'Ukraine. Mais de toute façon, comme Gallagher disait, c'est que sur certains points, c'est pas, on va dire, la négociation finale qui très clairement, je pense même pour les Ukrainiens, il vaut mieux avoir les Américains à la table. Donc là, ça veut dire que ça sert à rien ce qu'on fait. Non, ça ne veut pas dire que ça sert à rien. Je pense notamment à la question nucléaire. Je pense que ça sert toujours d'essayer d'éviter de frapper ou de mettre en jeu ces questions de Zaporijjia. Et on le sait tous que c'est un danger extrême pour l'Ukraine, mais aussi pour le monde. Et la question des prisonniers aussi. Parce qu'il y a bien un point sur lequel il y a toujours eu un contact entre la Russie et l'Ukraine via le Qatar, puisqu'ils ne se parlent pas directement, c'est celui des échanges de prisonniers. Et la Turquie aussi, oui, vraisemblablement. Mais moi, je reviens à cette question du Qatar. Même les Qataris ont dit, le jour où Trump est arrivé pour parler du Moyen-Orient, quelque chose a bougé. Donc on peut espérer que ça mette des bases, ça jette un peu des bases pour quelque chose qui va arriver par la suite et où certainement Trump, on le sait très bien, va avoir un rôle à jouer.